pour des professionnels qui travaillent, c'est déjà à un moment donné de se dire qu'on a le droit de ne pas aller bien. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire que, alors pour faire un parallèle avec ce qu'on appelle les problèmes somatiques, lorsqu'on se casse une jambe, on ne va pas bien, puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur la jambe. Et lorsqu'on ne va pas bien d'un point de vue mal-être psychique ou psychiatrique, on a le droit aussi de ne pas aller bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne fonctionne plus sur deux pattes, pour faire le parallèle avec les jambes, mais avec une seule patte. Alors pour ce faire, je pense que ce qui serait très, très bien, c'est que la personne se rapproche de la médecine du travail ou de la psychologue du travail, lorsqu'il y en a qui sont accessibles. Il y a parfois la possibilité aussi de se rapprocher d'une infirmière, si le milieu professionnel est doté de ce type de professionnel, pour effectivement énoncer son mal-être et ce qui ne va pas, en sachant que ces professionnels restent des professionnels de santé, c'est avant tout des soignants et qu'ils ont cette expertise pour pouvoir définir derrière s'il y a une orientation qui peut être faite vers un CMP, un centre médico-psychologique. Si la personne a une confiance envers son médecin traitant, elle peut aller vers son médecin traitant. Mais déjà, le médecin du travail, le psychologue, la psychologue, l'infirmier, s'il y a des ergonomes au travail, s'il y a des ergothérapeutes, enfin tout professionnel qui gravite autour du salarié, qui à un moment donné pourra d'abord l'écouter, avoir cette écoute active, pour ensuite faire une orientation. Là où on travaille, donc c'est un service ambulatoire, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'éviter au maximum l'hospitalisation. L'hospitalisation, ça reste quand même une épreuve dans une vie, d'autant plus lorsque la personne est hospitalisée en psychiatrie. Donc l'ambulatoire est vraiment l'alternative à l'hospitalisation. Et l'idée, effectivement, est de recevoir tout type d'usagers qui en fait la demande au travers d'un outil qu'on appelle la première demande. Donc la première demande, c'est quoi? C'est un outil qui permet donc c'est un infirmier donc qui fait la première demande. Cet outil-là permet de recentrer la problématique concernant la santé mentale ou la problématique psychiatrique de la personne, les raisons pour lesquelles elle vient. Donc elle peut être envoyée ou par un médecin traitant ou par une structure, ou c'est la personne qui connaît déjà l'accès aux soins en ce qui concerne la psychiatrie et qui fait appel au centre médico-psychologique. Donc ça peut être effectivement avant qu'elle ne soit en arrêt ou pendant son arrêt. Ça, Dans les alternatives de l'hospitalisation, tout à l'heure j'avais parlé des soins ambulatoires. Je voudrais aussi rajouter ce qu'on appelle les associations bien-être. Alors les associations bien-être, c'est aussi des choses qu'il faut connaître qui existent ici à Lille et dans l'agglomération lilloise. Il y a des thématiques comme le bien-être au travail, le burn-out, la dépression, le deuil, le suicide. Toutes ces thématiques-là, c'est vraiment des thématiques qui sont intéressantes. Ces associations peuvent vous accueillir, en fait, qui rassemblent des personnes qui sont experts dans ce domaine-là, puisqu'elles sont elles-mêmes ou professionnelles, ou c'est des personnes qui ont eu le type de vécu. Dans le mal-être, il y a plusieurs signes qu'on peut déjà ressentir soi-même, qui peut être l'isolement. Alors si on fait un lien avec le travail, des personnes qui à un moment donné s'isolent au niveau professionnel, des personnes qui ruminent, des personnes qui ont du mal à dormir, qui ont parfois besoin de somnifères ou d'autres substances pour tenter de dormir parce qu'elles ruminent beaucoup au niveau du travail ou au niveau de leur vie personnelle, professionnelle. C'est des personnes qui parfois n'osent pas demander de l'aide parce que c'est des personnes qui intérieurement ont souvent ce sentiment de culpabilité et de se dire que de toute façon personne ne pourra les aider et qui se remettent beaucoup en question par rapport à ça. Donc il y a un isolement social, parfois un isolement professionnel, un isolement familial et personnel. Et donc c'est déjà des signes précurseurs d'un sentiment de mal-être, d'autant plus que parfois c'est des personnes qui ne vont pas
vers des professionnels ou vers des collègues, dans le sens où elles se disent que leurs problèmes, les autres ne pourront pas les comprendre. Donc elles s'isolent de plus en plus, parfois ça a des incidences sur le travail, ça a des incidences sur leur côté relationnel au niveau du travail, et après c'est un peu malheureusement l'effet bouc émissaire qui peut aussi se produire, puisqu'effectivement plus on s'isole, plus la personne parfois peut acquérir des incapacités qui se transforment en incompétences selon ses collègues, mais ces incapacités peuvent être malheureusement liées à un trouble psychique ou un mal-être ou un trouble un peu plus prononcé au niveau psychiatrique. Malheureusement, parfois on a des professionnels qui ont des problèmes au sein de leur famille ou des problèmes personnels et additionnent aussi des problèmes professionnels. Alors le fait d'être isolé soi-même, puisqu'on ne veut pas parler de ses soucis personnels ou professionnels, ça peut entraîner malheureusement un engrenage, parce que la personne ne va pas bien, elle s'isole, elle rumine, ceci peut influencer sur son travail, puisqu'elle n'est plus en écoute active, elle n'est plus aussi dynamique, elle peut aussi avoir des ratés, ce qu'on appelle des ratés, c'est-à-dire elle n'est plus aussi efficiente et aussi opérationnelle et efficace comme voudrait son autorité. Je pense que là, tout le travail de ses collègues et de ses managers, c'est vraiment cette réassurance qu'il faut faire auprès du professionnel. Et de lui dire, quoi qu'il en soit, si tu n'y arrives pas, ne t'inquiète pas, on est là, et pour pouvoir presque lui proposer, sans être intrusif, une aide. C'est-à-dire que simplement avec des paroles de réassurance, d'accompagnement, en disant si tes dossiers sont trop durs, est-ce que tu veux que je t'aide? C'est des mots simples qu'il faut simplement dire. Dire que peut-être qu'aujourd'hui, il faut peut-être que tu finisses un petit peu plus tôt, et puis demain, on reparlera de tes dossiers et on essaiera de les partager ensemble. Et après, peut-être que ça va désamorcer justement une discussion entre le professionnel, ses collègues de travail ou éventuellement son manager. Lorsqu'elle est en arrêt maladie, si c'est lié à son travail, l'objectif c'est quand même qu'elle aille mieux. Donc ça c'est un premier objectif. Et pour qu'elle aille mieux, il faut sortir de ses murs. Et sortir de ses murs, c'est sortir de chez soi. Pour pouvoir sortir de chez soi, il faut aussi que les managers et les autorités autorisent dans le regard qu'elles portent, c'est pas l'autorisation administrative dont je parle, mais cette autorisation de se dire que si elle sort, c'est que déjà elle va mieux. Et qu'effectivement, il faut entendre que le fait d'être en arrêt maladie et de sortir va permettre d'accéder à ce qu'on appelle le rétablissement. Parce que le rétablissement, on ne peut jamais le faire chez soi dans une bulle. On ne le fera que grâce aux autres. Et les autres, c'est qui? C'est la vie sociale qu'on pourra mener à bien avec des amis, avec la famille, avec le fait d'aller dans la nature, d'aller se promener, d'aller faire un tour de vélo, de pouvoir aller à la bibliothèque et de pouvoir rire et sourire. C'est ce qui permettra le rétablissement.